L'email de ma mère est arrivé jeudi matin. Objet, week-end de remise des diplômes d'Axel. Dernier détail. Raphaël, nous sommes si excités pour la remise des diplômes de la faculté de médecine d'Axel samedi. Nous avons réservé des places avec la famille, papa, moi, tante Charlotte, oncle Thomas et grand-mère. Malheureusement, le nombre de places dans l'auditorium est limité, et nous n'avons pu obtenir que 6 billets dans notre section. Comme tu as eu des problèmes de fatigue ces derniers temps, nous avons pensé que tu préférerais peut-être regarder la retransmission en direct depuis la chambre d'hôtel. De cette façon, tu pourras te reposer et tu n'auras pas à affronter la foule. Nous célébrerons tous ensemble au dîner après. Bisous, maman. Je l'ai lu 3 fois, mes mains tremblant légèrement, non pas à cause de l'émotion, mais à cause des tremblements musculaires qui étaient devenus constants au cours des 8 derniers mois. Mon jeune frère, Axel, obtenait son diplôme de la faculté de médecine de la Sorbonne, réalisant le rêve de nos parents d'avoir un médecin dans la famille. Pendant 4 ans, chaque réunion de famille avait tourné autour de ses études, de ses stages cliniques, de son futur internat. Maman gardait un compte à rebours sur son réfrigérateur. Papa avait déjà commandé des cartes de visite qui disaient « Père du docteur Axel Durand, DM ». Quand j'avais commencé à ressentir des symptômes il y a 18 mois, une fatigue écrasante, une faiblesse musculaire, des difficultés à avaler, je les avais d'abord ignorées. J'étais chercheuse dans une entreprise de biotechnologie, je travaillais de longues heures. Le stress et l'épuisement semblaient des explications raisonnables, mais les symptômes se sont aggravés. J'ai commencé à tomber fréquemment. Mon élocution est devenue pâteuse. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas tenir une tasse de café. Après 6 mois de tests, le diagnostic est tombé, myasthénie grave, une maladie neuromusculaire auto-immune où mon système immunitaire attaquait la communication entre mes nerfs et mes muscles. J'ai essayé de l'expliquer lors d'un dîner de famille. Ça s'appelle la myasthénie grave. Mon système immunitaire attaque mes jonctions neuromusculaires, provoquant une faiblesse musculaire progressive. Je commence un traitement immunosuppresseur et... Axel m'avait interrompu, levant à peine les yeux de son téléphone. Ça a l'air psychosomatique. Présentation classique d'un trouble de conversion. Tu es stressé par le travail. Ton corps manifeste des symptômes physiques. Assez courant, en fait. Tu devrais voir un thérapeute. J'ai vu 6 neurologues. J'ai un diagnostic confirmé. Les tests d'anticorps. Les tests d'anticorps peuvent être des faux positifs, avait-il dit d'un ton dédaigneux. On t'apprend ça en première année de médecine. La plupart de ces mystérieuses maladies auto-immunes ne sont que de l'anxiété et un comportement de recherche d'attention. Mes parents avaient hoché la tête en signe d'approbation. Papa m'avait tapoté la main. Axel doit savoir, chérie. Il est presque médecin. Peut-être que tu en fais trop au travail. As-tu essayé le yoga? Après cela, ma santé est devenue le problème de fatigue de Raphaël dans les conversations familiales. Quand j'ai dû utiliser une canne après une crise particulièrement grave, Axel a dit aux parents que je faisais du cinéma. Quand j'ai manqué sa cérémonie de la blouse blanche parce que j'étais hospitalisé pour une crise myasthénique, il m'avait envoyé un texto, belle tentative de culpabilisation. Très subtil. Ce qu'il ne savait pas, ce que j'avais cessé d'essayer d'expliquer après avoir été maintes fois ignoré, c'est que mon cas était devenu médicalement significatif. Ma neurologue, la docteure Isabelle Moreau, était l'une des plus grandes chercheuses en troubles neuromusculaires auto-immuns. La présentation de ma maladie était suffisamment inhabituelle pour qu'elle m'ait demandé de participer à une étude sur la myasthénie grave résistante au traitement. Cette étude était menée en partenariat avec le département de neurologie de la Sorbonne. Mes dossiers, anonymisés, étaient utilisés dans leur programme de neurologie de 4e année comme exemple de gestion complexe d'une maladie auto-immune. La docteure Moreau l'avait mentionné nonchalamment lors d'un rendez-vous. Votre cas enseigne actuellement aux étudiants en médecine. Vous contribuez à l'éducation des futurs médecins, y compris, sans le savoir, à l'éducation de mon frère. Ce qu'ils ignoraient surtout, c'est que la docteure Moreau n'était pas seulement ma neurologue. Elle était la doyenne de la faculté de médecine de la Sorbonne. Elle avait été promue à ce poste administratif il y a 2 ans, mais maintenait toujours une pratique clinique et un programme de recherche. Axel avait mentionné sa doyenne en passant. La docteure Moreau prononce le discours de remise des diplômes. Elle est intense. Tout le monde a une peur bleue d'elle. Je n'avais rien dit. À quoi bon? Il n'écoutait de toute façon pas. J'ai relu l'email de maman.
La suggestion de la retransmission en direct. Trop fatigué pour la foule. Comme si ma maladie neuromusculaire progressive n'était qu'une petite somnolence. J'ai répondu simplement, je prendrai mes propres dispositions. À samedi. Puis j'ai appelé le bureau de la docteure Moreau. Son assistante a répondu. Raphaël, comment vous sentez-vous? Prête pour samedi? Samedi? La cérémonie de remise des diplômes? La docteure Moreau m'a demandé de vous réserver une place dans la section du corps professoral. Elle veut que vous soyez là quand elle présentera les prix de recherche. Votre étude de cas fait partie de la reconnaissance d'excellence en neurologie. J'ai eu le souffle coupé. Elle présente mon cas à la remise des diplômes? La version anonymisée. Oui, cela fait partie de la vitrine du département de neurologie qui met en lumière la façon dont l'apprentissage des étudiants se traduit par un impact réel sur les patients. La docteure Moreau a pensé que vous devriez le voir. Elle allait vous appeler aujourd'hui. En fait, nous avons finalisé les détails. Une place pour le corps professoral, une entrée accessible, des aménagements pour mes aides à la mobilité, les choses que ma famille avait jugées trop compliquées pour s'en préoccuper. Samedi matin, j'ai pris mes médicaments immunosuppresseurs, inhibiteurs de la cholinestérase, stéroïdes et je me suis habillé avec soin d'une robe bleu marine qui dissimulait raisonnablement bien les tremblements. J'ai apporté ma canne, non pas parce que j'en avais toujours besoin, mais parce que la remise des diplômes impliquerait beaucoup de marches, et j'avais appris à être réaliste quant à mes limites. Je suis arrivé tôt à l'auditorium de la Sorbonne. L'entrée du corps professoral avait une rampe d'accès et un parking réservé. La docteure Moreau m'a accueilli à l'intérieur, son expression chaleureuse mais professionnelle. Raphaël, merci d'être venu. Comment allez-vous? C'est une bonne journée. Ptosis minimale, tremblement contrôlé. Excellent. Vous êtes assise au deuxième rang de la section du corps professoral, à côté du chef du département de neurologie. Pendant mon discours, je parlerai de l'importance d'écouter les patients et de reconnaître les présentations de maladies complexes. Votre cas, anonymisé bien sûr, sera cité en exemple de la persévérance diagnostique qui porte ses fruits. Axel sait que je serai là? Son expression a vacillé. Votre frère obtient son diplôme aujourd'hui. Je ne savais pas que vous étiez parent jusqu'à ce que j'examine les demandes de place pour la cérémonie et que je vois votre nom de famille. Y a-t-il des complications dont je devrais être au courant? Il ne croit pas que mon diagnostic soit réel. Il pense que je fais semblant pour attirer l'attention. Ma famille n'a pas pu m'obtenir une place avec eux, alors ils m'ont suggéré de regarder depuis l'hôtel. La mâchoire de la docteure Moreau s'est crispée. Je vois. Eh bien, vous avez une place réservée dans la section du corps professoral, et elle vous est acquise, quels que soient les arrangements de votre famille. L'auditorium s'est rempli rapidement. J'ai repéré ma famille dans la section du milieu, maman, papa, tante Charlotte, oncle Thomas, grand-mère, tous sur leurs 31 et rayonnants. Ils n'ont pas regardé vers la section du corps professoral. Pourquoi l'auraient-ils fait? Les étudiants diplômés sont entrés, portant leur blouse blanche par-dessus une tenue de cérémonie. Axel était facile à repérer, grand, confiant, souriant. Il avait réussi. 4 ans d'études de médecine, et maintenant il serait le docteur Axel Durand. La cérémonie a commencé par la Marseillaise, suivie des discours de divers administrateurs. Puis la docteure Moreau s'est approchée du podium pour le discours de remise des diplômes. Diplômés, famille, corps professoral et invités d'honneur. Aujourd'hui, nous célébrons 4 années de dévouement, de sacrifice et d'apprentissage. Vous avez étudié l'anatomie, la pathologie, la pharmacologie. Vous avez appris à diagnostiquer, à traiter, à guérir. Mais aujourd'hui, je veux parler de la compétence la plus importante en médecine, l'écoute. Elle a affiché sa première diapositive, une citation célèbre dans la médecine française, « Écoutez le malade, il vous donne le diagnostic ». Au cours de votre carrière, vous rencontrerez des patients dont les pathologies ne correspondent pas aux présentations des manuels, des patients dont les symptômes semblent incohérents ou inexplicables. Et vous serez tenté, parce que vous êtes humain, de rejeter ce que vous ne comprenez pas immédiatement, d'étiqueter la complexité comme étant psychosomatique, de supposer que le patient exagère ou cherche à attirer l'attention. L'auditorium était silencieux, attentif. Je veux partager un cas que nos étudiants en neurologie ont étudié cette année. Une femme de 32 ans s'est présentée avec une faiblesse musculaire progressive, de la fatigue, des difficultés à avaler et un ptosis intermittent. Les symptômes initiaux étaient légers,
facile à attribuer au stress ou au mode de vie. Mais la patiente a persisté. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mon cœur battait la chamade. J'ai vu Axel au 3e rang, prenant des notes comme si c'était juste une autre conférence. Il a fallu 6 mois et plusieurs spécialistes avant que le diagnostic ne soit confirmé, myasthénie grave, un trouble neuromusculaire auto-immun. Le retard de diagnostic est survenu en partie parce que sa présentation était atypique, mais aussi parce que plusieurs soignants ont rejeté ses préoccupations comme de l'anxiété ou un comportement de recherche d'attention. Un soignant, tragiquement un étudiant en médecine en stage clinique, a explicitement dit aux membres de la famille que la patiente simulait ses symptômes pour obtenir de la sympathie. Axel avait cessé d'écrire. Son stylo flottait au-dessus de son carnet. Cette patiente est ici aujourd'hui. Elle a été assez généreuse pour permettre que son cas soit utilisé pour l'éducation médicale, aidant ainsi les futurs médecins à reconnaître les signes de la maladie neuromusculaire auto-immune. Sa participation à notre programme de recherche a contribué à 3 articles publiés et à améliorer les protocoles de traitement pour les patients à l'échelle nationale. La Dr Moreau a regardé directement la section du corps professoral. Raphaël Durand, pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Le temps a semblé s'arrêter. Je me suis levé prudemment, m'agrippant à ma canne pour plus de stabilité, sentant des centaines de regards se tourner vers moi. La persévérance de Raphaël dans la recherche d'un diagnostic malgré le rejet de multiples sources lui a probablement sauvé la vie. Une intervention thérapeutique précoce a prévenu une crise respiratoire et maintenu sa qualité de vie. Elle illustre pourquoi nous devons écouter les patients, même quand et surtout quand leur présentation défie nos hypothèses. L'auditorium a éclaté en applaudissements. Je me suis rassise, mes jambes tremblant pour une raison autre que la maladie. Je pouvais voir la section de ma famille. Le visage de maman était devenu blanc. Papa me fixait, la bouche ouverte. Tante Charlotte chuchotait de toute urgence à oncle Thomas. Grand-mère avait la main sur son cœur. Et Axel. Axel s'était complètement retourné sur son siège, fixant la section du corps professoral où j'étais assise, son expression un mélange d'horreur et d'incrédulité. La Dr Moreau a poursuivi, ce qui m'amène à un sujet difficile. Lors de notre examen final des étudiants diplômés, une préoccupation sérieuse a été portée à mon attention. Un membre de cette promotion a été observé en train de dire à plusieurs personnes qu'un membre de sa famille simulait une grave maladie auto-immune pour attirer l'attention. Ceci s'est produit malgré des preuves médicales documentées de la maladie. Ce même étudiant a rejeté les symptômes du patient comme étant psychosomatiques et a découragé les membres de la famille de prendre la maladie au sérieux. L'ambiance dans l'auditorium a changé. Les étudiants se sont jetés des regards nerveux. La médecine exige non seulement des connaissances, mais aussi de l'empathie, de l'humilité et du respect pour l'expérience du patient. Un médecin qui rejette une maladie documentée, qui accuse les patients de fabulation sans preuve, qui privilégie ses propres hypothèses à la réalité médicale, ce médecin est dangereux. Ce médecin fera du mal aux gens. Elle a marqué une pause, son expression sévère. Le serment d'Hippocrate inclut le principe d'abord, ne pas nuire. Un étudiant qui a déjà démontré une volonté de nuire à un patient par le rejet et le gaslighting médical n'a pas gagné le droit de prêter ce serment. Pas encore. Axel était devenu très pâle. Par conséquent, en attendant un examen formel par le comité d'éthique de la faculté de médecine, le diplôme d'un étudiant sera retenu lors de la cérémonie d'aujourd'hui. Cet étudiant devra suivre une formation supplémentaire en éthique médicale, en défense des droits des patients et en reconnaissance des troubles auto-immuns avant d'être autorisé à obtenir son diplôme. L'étudiant en question a été averti et me rencontrera immédiatement après cette cérémonie. Le silence était assourdissant. Puis des chuchotements ont éclaté dans tout l'auditorium. Les étudiants se sont tournés pour se regarder, essayant de deviner qui était visé. Mais je savais, et à la façon dont Axel s'était affalé sur son siège, il savait aussi. La Dr Moreau a conclu son discours avec les remarques inspirantes habituelles sur la noblesse de la médecine et la responsabilité des médecins. La cérémonie s'est poursuivie, autre prix, reconnaissance, remise des diplômes. Lorsque le nom d'Axel a été appelé, il y a eu une pause confuse. La Dr Moreau a simplement annoncé, Axel Durand, diplôme en attente d'un examen éthique. Axel a traversé la scène sous des applaudissements clairsemés et incertains. Il n'a pas reçu la pochette du diplôme. Il a serré la main de la Dr Moreau et est sorti par le côté opposé, le visage vide. Après la cérémonie, l'auditorium a éclaté en conversation chaotique.
Ma famille s'est frayé un chemin à travers la foule vers la section du corps professoral. Maman m'a atteinte la première, son visage strié de larmes. Raphaël. Oh mon Dieu. Raphaël, tu es la patiente, l'étude de cas. Depuis tout ce temps. Oui. Et Axel a dit aux gens que tu faisais semblant. Il a dit ça à ses camarades de classe, à nous. Sa voix s'est brisée. Son diplôme est retenu à cause de ce qu'il a dit sur toi. Papa avait l'air anéanti. Nous ne savions pas. Nous n'avions pas compris à quel point c'était grave. Raphaël, nous pensions que tu étais juste fatigué. Nous pensions. Vous pensiez qu'Axel était l'expert parce qu'il était en médecine, dis-je doucement. Vous l'avez cru quand il a dit que je faisais semblant, même si j'avais un diagnostic confirmé par 6 spécialistes. Vous m'avez suggéré le yoga au lieu d'écouter la description de mon protocole de traitement. Tante Charlotte avait des larmes qui coulaient sur son visage. Tu étais dans la section du corps professoral. Tu fais partie du programme de recherche de la faculté de médecine. Raphaël, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé, constamment. Mais c'était Axel qui devenait médecin, donc Axel devait avoir raison. Je n'étais que votre fille avec son problème de fatigue. Axel est apparu, accompagné de la docteure Moreau et d'un autre administrateur. Son visage était cendré. Il s'est arrêté à plusieurs mètres de distance, incapable de croiser mon regard. L'expression de la docteure Moreau était de marbre. M. Durand, votre famille est ici. Cela semble être le moment approprié pour que vous présentiez les excuses que vous avez mentionnées lors de notre discussion préliminaire. La voix d'Axel était à peine audible. Raphaël, je suis désolé. J'ai eu tort sur toute la ligne. Ton diagnostic est réel. Tes symptômes sont réels. Je t'ai accusé de simuler une maladie grave. J'ai rejeté des preuves médicales documentées. J'ai privilégié mon propre ego à ta santé et j'ai convaincu notre famille de faire de même. Tu as dit aux gens que je faisais semblant pour attirer la sympathie, dis-je, ma voix ferme malgré les tremblements dans mes mains. Tu as fait ça tout en étudiant pour devenir médecin, tout en apprenant sur la maladie exacte que j'ai. Quel genre de médecin ignore la souffrance d'un patient parce que c'est dérangeant? Un mauvais, a chuchoté Axel. Un dangereux. La docteure Moreau a raison. Je ne mérite pas d'obtenir mon diplôme. Pas encore. La docteure Moreau s'est adressée à mes parents. M et Madame Durand, votre fils devra suivre 60 heures de formation en éthique, observer notre département de neurologie pendant 1 mois et rédiger un rapport de recherche formel sur le rejet des patients et le gaslighting médical avant que son diplôme ne lui soit remis. Il devra également rencontrer Raphaël et reconnaître formellement son rôle dans le fait d'avoir découragé sa famille de soutenir son traitement. Maman sanglotait ouvertement. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. De plus, a poursuivi la docteure Moreau, je recommande que toute votre famille participe à des sessions éducatives sur les maladies chroniques et les systèmes de soutien familial. Ce qui est arrivé à Raphaël, être rejeté par sa propre famille pendant une grave crise de santé, est un échec qui va au-delà de votre fils. Elle s'est tournée vers moi. Raphaël, je veux être clair. Votre participation à notre programme de recherche a été volontaire et précieuse. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne visait pas à punir votre frère, bien que ses actions méritaient des conséquences. Il s'agissait de s'assurer que les futurs médecins comprennent l'impact réel du rejet des patients. Vous avez enseigné à ces diplômés une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Au cours des mois suivants, Axel a rempli ses obligations. Il a suivi la docteure Moreau à la clinique de neurologie, observant les consultations de patients et la gestion de cas complexes. Il a rédigé son article d'éthique sur la manière dont le biais de confirmation et l'arrogance diagnostique nuisent aux patients. Il a assisté à mes rendez-vous pour perfusion et a été témoin direct de ce que signifiait vivre avec la myasthénie grave. 6 mois après la remise des diplômes, nous nous sommes retrouvés pour un café. Il avait l'air différent, plus humble, plus âgé en quelque sorte. Le diplôme est arrivé hier, a-t-il dit. Ils organisent une petite cérémonie la semaine prochaine pour nous 3 qui avons eu des remises de diplômes différées. Félicitations. Je ne mérite pas de félicitations. J'ai failli devenir le genre de médecin qui tue les gens par le rejet et l'arrogance. Il m'a regardé directement pour la première fois. Tu souffrais vraiment, et je t'ai traité de simulatrice. Je vais me spécialiser en médecine familiale.
J'ai demandé une résidence en soins primaires spécifiquement parce que je veux travailler avec des patients dont les pathologies sont complexes et rejetées par d'autres médecins. Je veux être le médecin qui écoute quand tous les autres abandonnent. C'est un bon objectif. Ça ne répare pas ce que je t'ai fait. Rien ne peut réparer ça. Mais peut-être que je peux m'assurer que d'autres patients ne vivent pas ce que tu as vécu, ce que je t'ai fait subir. Notre famille a lentement reconstruit la confiance, bien qu'elle ait pris une forme différente. Ils ont assisté à mes rendez-vous pour perfusion, apprenant la réalité de la gestion d'une maladie auto-immune. Ils ont lu les articles de recherche auxquels j'avais contribué. Maman a rejoint un groupe de soutien pour les membres de la famille de personnes atteintes de myasthénie grave. Papa a commencé à collecter des fonds pour la recherche sur les maladies auto-immunes. Mais le changement le plus significatif était plus simple, ils écoutaient. Quand je disais que j'avais une mauvaise journée de symptômes, ils me croyaient. Quand j'expliquais mon protocole de traitement, ils posaient des questions au lieu de suggérer du yoga. Quand j'avais besoin d'utiliser des aides à la mobilité, ils faisaient des aménagements au lieu de suggérer que je faisais du cinéma. Axel a finalement obtenu son diplôme et a commencé sa résidence. Il m'a envoyé une photo de sa blouse blanche avec son nom brodé au-dessus de la poche, Axel Durand, DM. En dessous, il avait ajouté une épinglette, un ruban violet, le symbole de la sensibilisation à la myasthénie grave. Sa légende disait, en l'honneur de ma première professeure, qui m'a appris qu'écouter les patients n'est pas seulement de la bonne médecine, c'est la seule médecine qui compte. Il apprenait. Ils apprenaient tous. Et pour la première fois depuis mon diagnostic, je ne combattais pas ma maladie seul.